nous aurons... grâce aux réseaux sociaux. Et donc, vous comprenez bien que travaillant sur l'information, les journalistes, la propagande, la communication politique, les réseaux sociaux, la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, je ne pouvais pas faire autrement que de me spécialiser sur l'étude des fake news, parce qu'on est au cœur de tout ça. Et je pense que, effectivement, par rapport à l'objet du séminaire Arcane, il y a bien cette idée que les fake news sont un signe, un symptôme et un facteur aggravant. Elles sont les deux d'une crise de confiance de ce que j'appelle, moi, les sachants. Je vais y venir. Et que c'est dans le nouvel écosystème de l'information composé largement des réseaux sociaux numériques, que l'on peut comprendre l'émergence des fake news, mais que ce n'est pas le seul point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Il y a un certain nombre de choses qui convergent et qui font que les fake news, j'allais dire, trouvent dans les réseaux sociaux le fumier sur lequel se nourrir pour prospérer, hélas. Alors, je vais faire des schémas, d'abord un schéma extrêmement simple, et le schéma d'après, il sera ultra compliqué, limite illisible. Et c'est un peu exprès, parce que justement, ce que je voudrais, c'est montrer que on peut résumer de façon assez schématique l'écosystème classique de la médiation journalistique, et y intégrer cette idée que justement, il y a des figures d'autorité, et puis que de l'autre côté, ça devient extrêmement compliqué. Donc, excusez-moi. Donc, pour faire très simple, on pourrait parler de tout ce qui se passe dans la société comme un monde vécu, ce que chacun reconnaît comme une expérience, une réalité factuelle dans la vie quotidienne, et que la fonction des journalistes, la fonction traditionnelle du gatekeeper, c'est faire une extraction sélective de ce qui se passe dans le monde vécu pour l'interpréter et le mettre en forme, l'informer au sens vraiment étymologique du terme, et que ça passe par l'idée que les journalistes, en tant que gatekeepers, sont des figures d'autorité. Sont des figures d'autorité reconnues et acceptées comme telles. Et notre désir profond, quand on fait confiance aux journalistes, c'est de leur dire, écoutez, voilà, nous, on ne peut pas se brancher tous les jours, du matin au soir, sur le fil d'actualité, Dépêche, AFP, etc. Donc, on vous demande de trier. Trier pour nous. Et justement, la confiance, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'on délègue quelque part la légitimité à faire des choix qu'on ne remet pas en cause puisqu'on leur a donné la liberté de faire le choix pour nous, dans le cadre de la confiance vis-à-vis des journalistes et de leur pouvoir de gatekeeper. Ces journalistes font un travail d'interprétation qui est publié dans des médias d'information qui sont considérés traditionnellement comme une autorité d'attestation. Je l'ai lu dans le journal, je l'ai vu à la télé, donc on y croit puisque on nous l'a dit. Et il y a une relation marchande, mais pas seulement, mais notamment marchande, avec un paiement direct ou indirect, c'est-à-dire le temps de cerveau disponible avec la publicité ou l'abonnement, etc. Et en échange de quoi, on a les publics reçoivent une information labellisée, c'est vrai, vu à la télé, je l'ai lu dans le journal. Donc on a un schéma assez simple, évidemment il est simplifié par moi, mais il y a quand même cette idée que dans la relation entre les publics qui vont être les récepteurs il y a bien cette acceptation d'une médiation, il y a une confiance dans le fait que les journalistes sont posés en situation d'être des médiateurs. Or, effectivement, le nouvel écosystème de l'information, si on reprend la définition de John Pavlik, enfin, c'est pas sa définition du nouvel écosystème, mais de l'idée que à travers, il y a bien quelque chose qui se passe puisque l'Internet fait qu'il y a une redéfinition des relations. Les nouveaux médias sont en train de transformer les relations qui existent au sein des rédactions, celles entre les journalistes, avec leur nombre public, les audiences, les annonceurs, les concurrents, les régulateurs, les sources d'information, etc.
Et on a un changement de paradigme. Hein. Et ce changement de paradigme, pour reprendre ce que nos collègues québécois, Colette Brun, Jean Charon et de Bonville appelaient le paradigme journalistique, ben, il y a bien un changement de paradigme, mais en plus c'est un changement extrêmement déstabilisateur parce que contrairement à la théorie des paradigmes scientifiques de Kuhn, hein, on n'est pas en train de passer, à mon sens, on n'est pas dans une phase de crise, de tension du journalisme autour de l'idée que bon, bah, on est en train de changer de paradigme. Alors évidemment, il y a l'ancien paradigme qui tarde à mourir pendant que le nouveau paradigme tarde à se stabiliser. Non, je pense qu'avec les mutations technologiques, l'accélération de ces mutations technologiques et des usages qu'on en fait, en vérité, je pense que le système d'information et les journalistes sont rentrés dans un paradigme du changement permanent, qui est un paradigme, du coup, à mon avis, extrêmement déstabilisateur. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en parallèle à toutes mes recherches, j'ai créé une formation de web journalisme. J'avais déposé le dossier d'accréditation en 2008, elle l'a ouvert en 2009. Et dans ce diplôme de web journalisme, je développais l'idée auprès de mes étudiants que ce que l'on pouvait leur enseigner, ce n'était pas des cadres stabilisés de pratiques professionnelles intégrant les outils numériques, mais ce qu'on pouvait leur enseigner, c'était l'agilité numérique et le fait qu'il fallait qu'ils aient l'agilité de pouvoir s'adapter en toutes circonstances. Et quand je leur disais, on va vous enseigner à faire du live tweet, attention, si ça se trouve, dans 10 ans, Twitter n'existera plus et ça sera du scrug, et il faudra faire du scrug journalisme, hein, un truc qui n'existe pas encore. Donc, c'est bien quelque chose, à mon avis, de non permanent. Et d'ailleurs, ça se traduit par l'importation par Marc Deuze de la métaphore de Bauman hein, sur la liquéfaction, puisqu'il parle, lui, Marc Deuze parle d'une nouvelle écologie des médias et parle en effet d'un journalisme liquide, hein, en constatant qu'il y a une vie moderne liquide et que cette notion de flux volatile, d'incertain, etc., le journalisme professionnel échoue à le nommer et qu'il y a une appréhension du réel qui devient extrêmement délicate. Alors, si on essaye, comme je vais le faire dans le schéma horrible que je vais vous présenter juste après, le schéma totalement illisible, je me suis amusé, si je puis dire, à essayer de schématiser l'inschématisable au sens où je repars du schéma que je vous ai présenté, modèle assez classique de l'écosystème de l'information, pour essayer de montrer à quel niveau tout ça se complexifie du point de vue de l'introduction de l'Internet comme technologie, des réseaux sociaux et des usages qu'évidemment les citoyens en font. Je vous avais prévenu, vous n'êtes pas déçus, je vous avais dit que ça devenait illisible. Nous y voilà. Alors, dans le monde vécu, il y a le monde numérique et du coup, il y a une double extraction. Il y a le journaliste gatekeeper comme d'habitude, et puis il y a le journaliste gatewatching, dit notre collègue australien Brands, au sens où une partie désormais de ce qui est raconté dans les médias, c'est aussi le récit de ce qui se passe dans le monde du numérique. Et que finalement, il y a aussi quelque chose qui est du côté d'un travail qui devient une sorte de veille et de partage de veille. Hein. Donc, c'est plus seulement un partage d'informations au sens tiens, il s'est passé ça à tel endroit, ça peut aussi devenir un travail sur la manière dont cela est traité, abordé dans le domaine de l'Internet, intégrant d'ailleurs du coup des tas de productions qui sont des choses qui sont à mi-chemin entre du pré-journalistique qui a peut-être moins besoin d'être journalisé, enfin, etc. Et pourquoi tout ça change, c'est surtout du côté donc, des publics. Pourquoi tout ça se transforme? Parce qu'il y a des nouveaux accès à l'information. Les médias d'information n'ont plus le monopole de la production de l'information légitime, de celle dans laquelle on a confiance. Pire même, j'y reviendrai, et vous le savez de toute façon déjà,
la figure du journaliste et la figure des médias est remise en cause. Il y a une crise très profonde de défiance, et dans beaucoup de pays en plus. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas mettre ça sur le dos de je ne sais quelle pratique coupable et turpitude inavouable d'une corporation dans tel ou tel pays. On voit se propager cette défiance dans bien des endroits. Et pourquoi pourquoi? Il y a plein de raisons, mais je vais commencer par l'aspect technologique et Internet et réseaux sociaux, parce qu'on voit apparaître des figures de citoyens informateurs. Je déteste, je le dis tout de suite, la notion de citoyen journaliste ou journaliste citoyen. Je dis toujours, c'est pas parce qu'un élève de 2e année de licence donne des cours particuliers d'anglais à son petit voisin de 5e pour gagner un peu d'argent qu'il est un enseignant citoyen ou je ne sais quoi. Ça reste un métier, donc pareil pour le journaliste. Donc je préfère parler de citoyen informateur que de citoyen journaliste. Ceci étant, certains revendiquent le terme de journaliste citoyen, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire, c'est une façon très forte d'affirmer qu'ils peuvent être à la même hauteur que les journalistes, qui peuvent même peut-être pour certains suppléer les journalistes, et que ces citoyens informateurs font de la production d'informations, ils produisent des contenus, ils font de la curation, de la veille, et qu'ils partagent, et bien sûr, ils contribuent en tout cas c'est perçu comme tel par certains, à l'enrichissement de l'information par le commentaire. Et donc, on a si vous voulez, c'est ce que j'ai essayé de schématiser ici par mon hexagone, l'idée que les publics s'informent eux-mêmes, s'informent entre eux. Et on le voit très bien à propos du Covid, par exemple, et c'est tout à fait le cas avec les complotistes, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur QAnon devient une figure d'autorité. C'est-à-dire qu'on considère qu'on peut se passer des journalistes pour des tas de raisons, parce qu'une façon, il vaut mieux s'en méfier, donc autant s'en passer, et qu'on a les moyens, dans une horizontalité du partage sur Internet, d'être informé par des pairs, par des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit. Bon. Et en tout cas, les internautes parlent aux internautes, comme qui dirait. Et le fait qu'il existe toute cette production internaute fait qu'en effet, il y a l'apparition d'un nouveau rôle des journalistes, que j'appelle le journaliste conversationnel, c'est-à-dire ce sont ces journalistes qui sont immergés dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui utilisent la production de ce qui est produit, s'en font les relais, mais dans les deux sens d'ailleurs, puisque un certain nombre de ces citoyens informateurs font, je le disais, de la curation, c'est-à-dire qu'ils font de la veille et qu'ils ramènent vers l'Internet et des gens qui ne sont plus informés directement par les médias, ils ramènent des contenus journalistiques, mais inversement, des journalistes ramènent des contenus, et on le voit bien à travers, par exemple, des vidéos et des photos de témoignages de gens qui étaient sur place, qui sont repris ensuite largement dans les médias. Et les journalistes utilisent ce qui se passe sur Internet pour s'informer, ils en font une source pour leur travail, etc. Et alors tout ça peut permettre de remonter vers les médias d'information, mais dans des conditions qui sont des conditions qui posent problème, parce que on voit bien que le modèle dominant est un modèle du picorage de l'information. C'est-à-dire qu'on est très 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 loin d'un schéma traditionnel où on fait confiance à un média, peut-être deux, que ce sont notre média et qu'on attend. On l'attend parce que c'est celui en qui on a placé sa confiance pour être informé. Et donc on attend avec impatience la livraison de son journal, l'heure du journal télé, du journal radio, etc., etc. Là, tout cet écosystème produit une fragmentation de l'accès à l'information, avec un rôle très important des tiers médiateurs que sont justement
les citoyens, les internautes, qui nous font des recommandations, et on le sait, et c'est tout le problème avec justement les théories conspirationnistes. Certains, y compris dans des sondages à titre déclaratif, et parfois dans des enquêtes aussi, vous disent qu'ils ont plus confiance dans l'information qui vient de leurs proches, de leurs pairs, ceux qu'ils ont décidé de suivre sur un groupe Facebook, par exemple, que des médias patentés, ceux qui sont censés être des figures d'autorité. Donc on a un accès fragmenté, et du coup tellement fragmenté que dans un certain nombre de cas, et moi je l'ai vu avec la grande étude qu'on avait faite, là, financée par l'Agence nationale de la recherche, sur la manière de s'informer avec Twitter et Facebook. Vous avez, dans des études qu'on avait faites, on a des étudiants qui cliquent sur un truc parce que c'était bien, ça avait l'air sympa, la photo, le titre, c'était un peu racoleur ou autre, mais après, ils arrivent sur un site, ils n'ont aucune idée de la ligne éditoriale du journal. Et c'est comme ça qu'on a pu voir que certains nous disaient que le journal Le Figaro, qui est un bon vieux journal de droite conservateur en France, était jugé de gauche, parce que sur ce sujet, ils avaient eu l'impression que, etc. Donc, on perd tout un tas de relations entre les citoyens, les potentiels lecteurs, et les médias et les journalistes comme figures d'autorité. Et tout ça s'inscrit dans un schéma où c'est pas seulement une défiance, mais c'est même une haine des journalistes. Et là, mon dernier article qui est paru en mars dans la revue Mo, justement s'intéresse aux tweets qui comportent les mots journalope, merdia, prostituée. Et avec Laura Amigo, avec qui j'ai fait l'article, on essaye de montrer comment les tweets qui contiennent ces mots-clés, ces contractions, de ces journalistes salopes, ces médias qui sont merdiques, et cette presse qui se prostitue, comment cette lexiquilisation est très très liée, finalement on l'a découvert à l'extrême droite en France, à toutes ces théories de la réinformation, l'idée qu'il faut échapper au monde de l'information, qu'il faut savoir se réinformer, qu'il faut donc s'informer autrement, parce qu'on ne peut plus avoir confiance dans les grands médias pour des tas de raisons, parce qu'ils sont aux mains du capitalisme, parce qu'ils sont les lèche-bottes du pouvoir, parce qu'ils sont aux mains des juifs, parce qu'ils sont les lèche-bottes, ils sont des lèche-babouches, ils sont aux mains des musulmans, on a des tas de délires comme ça. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que cette appellation montre que c'est pas juste une gradation un peu plus insultante, parce que sur les réseaux sociaux, les règles de la courtoisie s'effacent, il y a un ensauvagement du web, j'avais fait un papier là-dessus, mais qu'en fait, ça représente des critiques supplémentaires. C'est pas les mêmes critiques que d'habitude, que depuis presque que la presse existe, qui sont formulées ainsi, mais en vérité, ça nous dit quelque chose de plus, ça nous dit qu'il y a une haine d'abord, bien sûr, et parce que les journalistes, on leur reproche pas seulement la manière de travailler, de mal travailler, de ne pas faire leur boulot, etc., d'être éventuellement associés au pouvoir politique, au pouvoir, à la grande finance, ou que sais-je encore, mais on leur reproche de faire partie des élites. Et que toute une partie de ces appellations, des messages qui sont contenus, qui contiennent ces terminologies, expriment du ressentiment social. Et là, il y a une rhétorique du ressentiment qui est extrêmement forte dans l'expression par ces internautes d'une plus qu'une défiance vis-à-vis des médias, d'une résiliation définitive pour eux du contrat de confiance. De toute façon, je ne les suis plus, je ne les regarde plus. Alors, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, parce que j'ai dirigé un mémoire de master sur la manière dont les Gilets jaunes protestaient contre notamment BFM, et c'était très intéressant, puisque mon étudiant, en s'immisçant dans un certain nombre de groupes de Gilets jaunes, avait remarqué qu'il donnait des exemples extrêmement détaillés de la manière dont il pouvait reprocher à BFM d'avoir mal couvert les choses, etc. Ce qui prouve qu'il la regardait encore. Bon. Mais en tout cas, il y a, pour certains, c'est l'affichage, l'affirmation, explicite ou non, que le contrat de confiance est définitivement rompu, qu'on doit partir ailleurs, du côté de la réinformation.
Les réseaux sociaux numériques dans tout ça, c'est effectivement l'idée que c'est un outil qui permet aux citoyens de se muer en informateurs, hein, vecteur de promotion, de visibilité des contenus, curation, commentaire de l'actualité, et que par le fait, ces réseaux ont un rôle extrêmement important parce qu'ils permettent de vivre un partage horizontalisé de l'information et de fuir ce qui est perçu comme une verticalité étouffante, insatisfaisante, méprisante d'une figure d'autorité et de sachant que peuvent être les journalistes et tous ceux que les journalistes admettent sur les plateaux, parce que parmi les critiques qui sont formulées, et notamment avec les journalopes et autres, et les médias, c'est justement l'idée qu'il y a une espèce de camarilla qui est sont toujours les mêmes invités sur les plateaux, c'est les experts, etc. Tous ces gens qui méprisent le peuple, qui ne comprennent pas nos réalités, qui sont déconnectés, qui sont des bobos, enfin tout ce que vous voulez, des bobos gauchias, enfin j'en ai des 13 à la douzaine, des insultes et des griefs de ce type. Alors, on a des tas d'études, je vais passer vite, hein, le temps tourne, qui montrent qu'à partir effectivement des années 2010 et de plus en plus de gens disent qu'ils accèdent à l'information à travers justement des réseaux sociaux. Là, voilà, aux États-Unis, le Pew Research Center nous montre qu'en 2017, les 2/3 hein, des adultes américains disent avoir accès à l'information par les réseaux sociaux. Voilà, bon, tout ça, on trouve ça dans des tas d'autres pays dès les années 2010. Là, c'était le Reuters Institute qui essayait de montrer ça. Enfin, bon, je vais vite, j'imagine que vous le savez déjà, là, ça objective avec des chiffres, mais c'est des choses qu'on sait déjà. Et en France, on a une étude de BVA 2018 où justement on demande aux gens s'ils partagent des informations sur les réseaux sociaux. Ben oui, effectivement, 39 de temps en temps, oui, souvent 15%. Et dès lors, cette étude essaye de voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Est-ce qu'il vous arrive de partager ces informations pour susciter l'intérêt de vos amis, même si vous savez que la source de cette information n'est pas parfaitement fiable? Et là, vous voyez, 16% disent bah oui, c'est vrai, souvent je partage, même si je suis pas totalement sûr de la fiabilité de la source. 43% oui de temps en temps, et 39% de menteurs qui vous dire non, ça jamais. Hein, alors que en effet, beaucoup voilà, ne vérifient pas la source de ce qu'ils transmettent. Et donc, dans ces habitudes, ces mauvaises habitudes, ces mauvais usages, si je puis dire, de la ressource numérique des réseaux sociaux pour diffuser de l'information, il y a évidemment un boulevard qui s'ouvre pour des fake news, à la fois par des gens qui de façon extrêmement consciente, font exprès de diffuser des fake news, et Dieu sait qu'il y a plusieurs motivations au partage des fake news, mais je pourrais y revenir éventuellement, mais surtout parce que, en réalité, pour un certain nombre, ils sont bien contents de diffuser des fake news parce que ça, et ça c'est un autre point très important qui explique cette crise, j'allais dire cette crise des fake news, c'est parce que ça conforte leurs opinions, évidemment. Hein, et qu'il ne faut donc pas s'étonner si, effectivement, toujours dans le même sondage de 2018, 75% des Français estiment avoir déjà été confrontés à une fake news sur Internet. Donc, ils savent bien que ça existe. Hein, ils savent bien que c'est un environnement propice à la dissémination de fake news. Et je disais, il y a il ne faut pas faire du déterminisme technologique, évidemment, et que ça dépend des conditions d'appropriation et d'usage. Un autre phénomène qui explique cette crise, à mon sens, c'est que nous sommes dans un moment de post-vérité. Un moment de post-vérité, je m'explique, c'est-à-dire que
Post-vérité que je définirais, donc ça c'est le Oxford Dictionary qui en avait fait le mot de l'année 2016, post-truth, et que résume très bien Xavier Gorce, hein, voilà. Les faits sont complètement démentis par mon opinion. Voilà, c'est ça la post-vérité, c'est-à-dire c'est l'inversion de l'ordre des facteurs où normalement on doit dire bah oui, ok, je reconnais, mon opinion est démentie par les faits. Non, non, c'est bien dans ce sens-là que les choses fonctionnent. Voilà pourquoi d'ailleurs, à titre personnel, je préfère, comme il y a ambiguïté des fois avec post-vérité, parce qu'on se dit ah oui, mais attendez, faut pas croire qu'avant les gens disaient toujours la vérité, puis maintenant, etc. Qu'on croit que le post serait un post chronologique, comme on dit post-modernité. Moi, je préfère parler de post-factualité. Hein. C'est-à-dire qu'on est au-delà des faits. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est dans un moment de post-vérité, comme il y en a eu d'autres dans le passé. Je pense par exemple au début de la révolution soviétique, ou des forts moments de très forte polarisation politico-idéologique où, en fait, on veut se conforter dans son idéologie et on considère que celui qui est en face n'est pas juste quelqu'un avec qui on peut dialoguer en n'étant pas d'accord sur un certain nombre d'interprétations, mais que c'est un ennemi. Hein, et que face à l'ennemi, tous les coups sont permis, y compris le mensonge, y compris la manipulation s'il le faut. Hein. Et donc on peut songer à la manière dont l'Union soviétique avait organisé avec Intourist des visites touristiques politique, hein, où il identifiait un certain nombre de gens de gauche pour venir visiter l'Union soviétique et montrer à quel point se dessinait là l'avenir radieux de l'humanité, et que les personnalités politiques qui avaient décidé, en revenant de l'Union soviétique, de regarder les choses, non pas telles que la propagande leur avait montré, mais l'envers du décor, et de le dénoncer, comme Boris Souvarine, par exemple, qui était un des dirigeants du Parti communiste français à l'époque, et qui est rentré en sécession en disant en fait, tout ça, c'est du flan. C'est ce que dénonçait Hergé, qui était violemment anticommuniste dans son Tintin chez les soviets. Hein. Bon. Donc, il y a comme ça des moments dans l'histoire de nos sociétés, des moments de crispation idéologique beaucoup plus forts que d'autres, qui font que, en effet, c'est un élément qui est extrêmement propice là aussi à la diffusion des fake news, parce qu'on a envie de se conforter dans son idéologie et parce qu'on est prêt du coup à nier les faits du moment que c'est conforme enfin, dès lors qu'ils ne sont pas conformes à son opinion. Là aussi, Xavier Gorce, deuxième dessin, hein, 80 000 manifestants selon les syndicats, 8 000 selon la réalité, et alors on n'est pas obligé de croire la réalité, hein, voilà, tout est dit. Bon. Du coup, ce sont les conditions même du débat démocratique qui sont remises en cause, parce que effectivement, le débat démocratique repose sur un consensus minimal autour des faits, hein, et que le débat porte après sur l'interprétation des faits, sur les solutions à trouver pour répondre à l'enjeu. On observe de plus en plus dans nos sociétés qu'il y a des désaccords croissants sur les faits et les données. Hein. Les chiffres de l'insécurité en France, c'est l'objet de les chiffres de l'immigration aux États-Unis, hein, brouillage de la ligne donc séparant l'opinion et les faits. Hein. L'immigration est un sujet qu'on ne peut quasiment plus aborder calmement à travers des statistiques, tant ils sont surchargés de sens et que personne n'est prêt à accepter des données statistiques dès lors qu'elles ne correspondent pas à l'idée ultra xénophobe ou ultra au contraire intégrationniste, assimilationniste, je ne sais pas comment dire, de sa pensée. L'augmentation des situations où l'opinion l'emporte sur les faits, et là je pense par exemple à cette porte-parole de Donald Trump qui nous expliquait qu'en effet, dès lors que un des conseillers de Trump avait dit que c'était sa cérémonie d'investiture était la cérémonie d'investiture qui avait rencontré le plus grand nombre de gens, qui avait rassemblé le plus grand nombre de public depuis de toutes les investitures, les photos et les vidéos prises par les médias américains montraient que c'était totalement faux par rapport notamment à la cérémonie d'investiture d'Obama, qui avait drainé à lui notamment tout un tas de Noirs américains qui étaient dans une émotion incommensurable à l'idée que c'était enfin quelqu'un de couleur à la Maison-Blanche. Donc, et du coup, quand on réinterroge la porte-parole, elle avait dit ce sont des faits alternatifs.